Bonsoir à vous tous et toutes. Merci d'être au rendez-vous pour cette soirée spéciale ornithologie et sciences participatives. Alors avant de commencer mon petit mot d'accueil, j'aimerais bien d'abord voir qui pratique l'ornithologie en loisir ici. OK, donc je vais avoir de la pression, parfait. Mais il y en a quand même qui sont comme moi, donc je suis contente. Donc, c'est ça. Vendredi soir, sur le bord du chemin, pas loin de Sainte-Béatrix, dans la Naudière, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai vu un urubu à tête rouge. Et là, j'étais super fière. Je me suis dit, je vais en parler mardi soir. Je pensais que c'était très rare, mais là, voilà. Je pensais que c'était un dindon sauvage et je pensais que c'était très rare. Donc, j'avais vraiment besoin de cette soirée aujourd'hui. Alors, j'espère que cette soirée vous sera aussi utile qu'à moi. Pour ceux qui sont déjà ornithologues, vous allez apprendre beaucoup d'autres choses. Et puis, pour ceux qui ne pratiquent pas ce loisir, je pense qu'on va apprendre beaucoup de façons de s'y mettre. Je me présente, je suis Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Alors, ce soir, nous vous invitons à une causerie sur l'ornithologie et les sciences participatives. Nous allons avoir trois invités. D'abord, nous écouterons Lorna Heaton, qui est professeure au département de communication de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aux sciences participatives dans plusieurs domaines. Et donc, elle va nous partager son expertise de sociologue en la matière. Après Lorna, nous aurons Jean-Sébastien Guénette, qui est directeur général de Québec Oiseau. Il va vous présenter Québec Oiseau de manière très détaillée, donc je n'irai pas plus en avant. Et nous aurons aussi Pierre Drapeau, qui est professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM en écologie forestière. Chaque présentation va durer entre 15 et 20 minutes et après, nous ferons une période de questions. Pour la période de questions, on a installé 2 micros de chaque côté de la salle. Donc, je vous inviterai à vous lever et toujours à poser des questions concises pour qu'on puisse passer le plus de monde possible. Avant de laisser la parole donc à nos invités, j'aimerais remercier nos partenaires de la soirée, la Société de biologie de Montréal, que vous avez rencontrée à votre accueil. Ils ont une petite table à l'entrée. Si vous ne les avez pas rencontrés à l'accueil, vous pourrez le faire à la sortie. Donc, merci à la Société de biologie de Montréal et notamment à Daniel Rivet qui a été à l'initiative de cette activité. Merci aussi au département des sciences biologiques de l'UQAM qui nous soutient pour cette soirée. Et merci aux partenaires du Cœur des Sciences, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Bonjour tout le monde. Je suis ici pour un peu mettre la table pour ce qui va venir par la suite avec mes collègues sur les oiseaux. Donc, je vais vous faire une sorte d'introduction aux sciences participatives plus généralement, qui comprend aussi, qui peut comprendre l'activité de l'observation des oiseaux. Donc, commençons avec une sorte de définition. Donc, on peut parler de la science citoyenne aussi. En français, on a tendance à parler plus de science participative, qui implique de produire des connaissances scientifiques par une variété de personnes, dont les personnes dont ce n'est pas l'emploi. Souvent, cette production de connaissances consiste en la collecte d'informations, par exemple, collecter des observations des papillons, des oiseaux, des feuilles de plantes, etc. L'important, c'est aussi que c'est une activité active et délibérée, donc ce n'est pas prêter ton ordinateur pour faire des calculs, c'est une chose dans laquelle on s'engage comme personne et on apporte une sorte d'apport personnel à la chose. Les sciences participatives, c'est un phénomène en pleine croissance, que ce soit par le nombre de projets qui ne cessent de grandir, par le nombre de données qui sont générées par les projets. Je sais que vous ne lisez pas les chiffres, mais disons, il y a les années, puis on voit la tendance courbe. Le chiffre donné, c'est du GBIF, donc le Global Biodiversity Information Facility, qui est une sorte d'endroit où on fédère les informations sur la biodiversité de toutes les sortes. Et donc maintenant, plus que 50% des informations dans
méga bases de données sont générées par les citoyens. Et aussi les données générées, entre autres, par les citoyens dans les projets de sciences participatives sont utilisées de plus en plus dans les publications scientifiques. Les sciences participatives, ça peut comprendre une grande variété de domaines, que ce soit la météorologie, par exemple, monitorer la qualité de l'eau ou de l'air, la radioactivité, surveiller des phénomènes comme la crue des rivières, etc. Aussi en biologie, le petit dessin avec les mots ici dans le bas, c'est un jeu folded qui consiste à plier des protéines sous forme de jeu vidéo et ce pliage puise sur les capacités de reconnaissance des patterns des personnes qui font mieux ça que les machines, ce qui a mené à la découverte des combinaisons qui sont prometteurs pour les nouveaux médicaments, par exemple. Il y a aussi astronomie qui est un des plus anciens domaines de sciences participatives. Et bien sûr, tout ce qui touche à la biodiversité, que ce soit la botanique, l'observation d'oiseaux, de papillons, etc. Donc, en plus de cette grande variété de domaines, les gens peuvent avoir différentes manières de s'impliquer dans ces projets-là. On peut contribuer des données, qui est la manière la plus commune, mais on peut aussi proposer des questions de recherche et initier des projets. Ça n'a pas besoin nécessairement de venir des scientifiques. Là, je vais passer à la biodiversité, qui est plus mon zone de confort. Donc, quels sont les objectifs d'un projet de sciences participatives en biodiversité? Ce serait probablement triple, de développer des connaissances, entre autres, obtenir des données sur la nature pour étudier l'état de santé de notre planète, que ce soit le monitoring à long terme, des inventaires, la collecte de données. Mais il y a aussi un volet très important des sciences participatives qui est de sensibiliser les participants et les éduquer à la nature et la biodiversité, et en ce faisant, les amener à engager possiblement dans des actions concrètes, former une communauté et mobiliser autour des enjeux liés à la nature. En biodiversité, la France est une des pays qui a beaucoup de projets, qui est très structuré en termes de sciences participatives en biodiversité. Ici, on a une graphique qui montre le nombre de personnes qui ont participé dans un projet au courant des différentes années, de 2011 à 2021. On voit un petit pic, on pourrait penser que c'est en train de descendre, mais je pense que 2020, c'était pendant la pandémie où les gens avaient beaucoup plus de temps. Donc, si on fait abstraction de ça, on voit que ça continue à croître. Et les chiffres, disons, 121 000 personnes sur, je ne sais pas, 50 millions en France, ce n'est quand même pas un grand nombre de personnes qui participent activement aux sciences participatives. Donc, il faudrait mettre un peu en contexte. Ça, ce n'est pas tout le monde qui participe. Qui participe et pourquoi? Il peut y avoir, j'ai dit, différentes manières de participer, mais aussi différents degrés d'engagement. Des gens qui peuvent faire des contributions occasionnelles. On va souvent parler beaucoup des gens qui sont des amateurs ou des passionnés, souvent d'une espèce ou d'un mammifère ou des oiseaux, etc., mais aussi des professionnels de l'environnement et les chercheurs qui participent à ces projets. Et ce mélange de personnes, ça fait que il y a un mélange de connaissances, de types de connaissances et des négociations qui ont lieu, qui peut être très enrichissant pour élargir les perspectives qu'on peut avoir sur certains phénomènes. Les
personnes citoyennes qui participent sont souvent des personnes qui ont plus de temps, dont des retraités ou des gens plus jeunes. Il y a une sorte de creux à l'âge actif quand on a des familles, des obligations de travail. Voilà. Ensuite, on peut identifier différents types de motivation ou des attentes que les gens pourraient avoir quand ils s'engagent dans un projet de sciences participatives. On a l'amateur qui est passionné par son objet d'étude, quelqu'un qui adore les papillons ou qui est passionné par les loups, etc. Mais on a aussi l'amateur qu'on peut qualifier de bénévole, quelqu'un qui souhaite donner ou redonner à la société ou à une institution. On peut penser au certificat qui a été remis tantôt, c'est peut-être quelqu'un qui est dans ce profil, l'amateur bénévole. On a aussi l'amateur conscientisé ou écologiste qui, en biodiversité, qui s'engage pour une cause par conscience environnementale. Ça peut être de manière générale, on veut sauver la planète, on veut faire prendre connaissance de l'importance des changements climatiques, mais ça peut aussi être au niveau local. Il y a une marée à côté de chez nous et on voit que la biodiversité diminue, donc on veut protéger notre marée. Et finalement, il y a l'amateur de la science, quelqu'un qui souhaite participer à un projet scientifique pour contribuer à la science, pour contribuer des données, pour enrichir des connaissances. Bien sûr, toutes ces figures sont des choses abstraites et plusieurs peuvent coexister et souvent c'est le cas que plusieurs coexistent au sein d'une même personne. Donc on peut être à la fois passionné par les oiseaux, bénévole pour contribuer à la société, avoir une conscience écologique et vouloir contribuer à la science tout en même temps. Je veux maintenant parler un peu de comment ça marche, un projet de sciences participatives, et attirer votre attention sur deux éléments en particulier. Le premier étant l'importance du protocole de collecte de données. Et là, j'ai une petite vidéo pour vous. Le protocole, ça donne une manière de faire. Un protocole, c'est quoi? C'est la démarche à suivre. Donc, il y a un aspect didactique, un aspect contraignant, et ça permet aussi d'assurer la fiabilité des données. Donc, voilà une toute petite vidéo qui est... la personne que vous voyez là est Laure Turcati. Elle était ici l'année passée au Québec pour une année. Elle est française. Elle était ici l'année passée pour un projet pilote autour de mesurer les crues, les inondations, les crues dans les rivières du Québec. Mais là, elle va parler des lichens et un protocole pour observer les lichens. En participant à Lichen Go, vous allez découvrir un monde fascinant, celui des lichens. Mais si vous en croisez tous les jours des lichens, ce sont ces petites taches sur le tronc des arbres ou sur les rochers. On en trouve aussi parfois dans des endroits plus insolites. Gris, gris vert, gris blanc, gris bleu, mais aussi jaune, marron, vert, avec une pointe de rouge, d'orange. Leur couleur est très variable. Mais attention à ne pas les confondre avec des mousses qui, elles, sont des plantes. Et oui, les lichens, ce ne sont pas des végétaux, enfin pas que. En fait, c'est un organisme symbiotique, une chimère en quelque sorte. Une algue et un champignon qui vivent ensemble, qui ont besoin l'un de l'autre pour se développer. Et vous saviez quoi? Les lichens sont des indicateurs de pollution. Ils absorbent l'eau et les minéraux à partir de l'eau de pluie ou du brouillard. Ils sont donc très sensibles à la composition de l'atmosphère et peuvent nous renseigner sur les pollutions qu'elle contient. Alors, vous êtes prêts? Tout d'abord, munissez-vous du livret d'observation, d'une grille, d'une ficelle, d'une loupe et d'un peu d'eau. Repérez 3 arbres bien droits en ville. Ils doivent être séparés les uns des autres de 2 à 10 mètres. Notez leur espèce, leur circonférence, leur localisation et leur proximité à un bâtiment. Placez ensuite la base de votre grille à 1 mètre du sol sur les 4 faces de chacun des 3 arbres, c'est-à-dire une exposée au nord, l'autre à l'est, au sud et à l'ouest.
La grille permet de délimiter la zone d'observation. Identifiez ensuite les espèces de lichens présentes, n'hésitez pas à vous servir de la loupe. Vous retrouverez cette clé de détermination et toutes les informations pour mettre en place le protocole sur notre livret. Notez vos observations sur la fiche de terrain, puis saisissez vos données en ligne. Elles seront ensuite adressées aux chercheurs, ce qui leur permettra de mieux comprendre le lien entre qualité de l'air et la présence des lichens. En participant, vous découvrirez un monde insoupçonné et vous vous familiariserez avec des organismes extraordinaires. À vous de jouer! Donc, l'importance du protocole qui peut être très simple, mais il faut la suivre si on veut avoir des données de qualité. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'apport du numérique et du mobile. Les sciences participatives, ce n'est pas une chose nouvelle. Je pense qu'on va en parler quand on parle des oiseaux. Des gens ont observé des oiseaux et d'autres choses depuis des centaines d'années et contribué des données. Ce qui a changé beaucoup et ce qui a rendu les sciences participatives très populaires, je pense que c'est la facilité avec laquelle on peut maintenant faire ces observations, les compiler et voir les résultats. Pour le public, donc c'est cette facilité. Et pour la recherche, le numérique, ce que ça apporte, c'est un changement d'échelle, une meilleure couverture planétaire, parce que quand on a 10 000 personnes qui observent, c'est très différent que si on est 5 chercheurs. Ensuite, avec le traitement, la compilation, on peut modéliser, faire des modélisations beaucoup plus complexes, avoir des données qui ont des degrés de certitude différents, etc. Et finalement, ça permet une diffusion plus rapide des connaissances. Donc, il y a on est gagnant, les scientifiques sont gagnants, le public est aussi gagnant avec le numérique. Je voudrais finir avec deux autres points. Une sur parce que j'ai une formation sociologue, donc je vais amener du social là-dedans. Ça peut être une activité individuelle et le numérique facilite ça, de faire ça de manière indépendante, individuelle. Ce qui peut contraster avec les sorties de terrain en groupe. Ici, c'est un groupe qui ont étudié des champignons, mais on trouve la sociabilité aussi en ligne, dans les commentaires, dans les échanges, souvent autour du contenu, mais aussi on voit poindre les personnalités des gens, les intérêts des gens, etc. Donc, ces espaces numériques de sciences participatives peut-être ont une sociabilité un peu plus diffuse, un peu moins intense que les sorties de terrain, mais il y a cette sociabilité et cette manière de connecter avec d'autres personnes avec des intérêts semblables en ligne aussi. Et là, je finis avec ce diapo. Je suis un fan des sciences participatives, sinon je ne serais pas ici. Mais il y a quand même quelques enjeux qui méritent d'être mentionnés. On pourrait revenir dans la période de questions au besoin. Des gens vont dire, mais est-ce que c'est vraiment de la science? La qualité des données a longtemps été questionnée ou mis en question. C'est de moins en moins le cas. Je pense que si le protocole est suivi, les qualités des données est moins un enjeu. L'autre grand enjeu pour les sciences participatives, c'est qui contrôle le projet, qui bénéficie de ce projet-là. Est-ce que c'est les scientifiques qui utilisent les multiples yeux observateurs comme autant de mains pour récupérer des données et publier plus vite et meilleur? Ou est-ce que les citoyens trouvent leur compte aussi? Est-ce qu'ils sont exploités? Est-ce qu'ils peuvent avoir
à dire sur la direction qu'un projet devrait prendre. Donc ça, c'est des questions ouvertes, il n'y a pas une seule réponse. Et je pense que mes collègues vont vous parler des exemples par la suite des sciences participatives et les oiseaux. Donc j'arrête là, merci. Merci beaucoup, Lorna. Donc, je vais inviter Jean-Sébastien à prendre le relais. Bonjour à tout le monde. Très content d'être ici. C'est un sujet, moi, qui me passionne, les sciences participatives. En fait, j'ai commencé à faire de la science participative probablement à mon insu. J'avais 13 ans, donc je ramassais déjà des données d'oiseaux, puis je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ça et qui mettaient ça dans des bases de données qui servaient ensuite pour la science. Donc, mon but, après la présentation de Lorna, c'est de vraiment vous donner un portrait de qu'est-ce qui existe comme projet de sciences participatives pour les oiseaux. Puis, je vais aborder, moi aussi, un peu les enjeux. Comme je patauge là-dedans depuis, dans mon travail, je vais aborder aussi peut-être un peu plus en profondeur. Puis, effectivement, on pourra aborder ça encore plus dans la période de questions. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, comme j'ai mentionné, je collectais des données depuis l'âge de 13 ans. Donc, je suis un passionné d'ornithologie et de photographie déjà à cet âge-là. Je suis biologiste de formation. D'ailleurs, j'ai fait mon bac à l'UQAM ici, dans la 3e cohorte de l'APP, pour ceux qui sont à l'UQAM présentement. Ensuite, je me suis expatrié à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est intéressant parce qu'au Nouveau-Brunswick, les sciences participatives, à ce moment-là, ce n'était pas aussi développé qu'au Québec. Donc, j'ai vraiment pu voir comment, vraiment une comparaison entre le Québec, qui était déjà quand même bien avancé, qui était un pionnier en sciences participatives en Amérique du Nord, versus le Nouveau-Brunswick, qui à ce moment-là n'était pas très développé, mais l'arrivée de eBird a changé beaucoup de choses à ce niveau-là. Et je dirige Québec Oiseaux depuis 2005, donc je vais aborder un peu qu'est-ce qu'on fait à Québec Oiseaux. Puis vous allez voir qu'on joue beaucoup avec les sciences participatives. Donc, la mission de Québec Oiseaux, c'est en 2 volets. Donc, le premier volet, c'est développement et promotion du loisir ornithologique. Puis c'est quand même important de le savoir parce qu'il y a vraiment un lien assez fort entre la science participative et le loisir ornithologique. Donc, comme Lorna l'a mentionné, à la base, les gens qui participent à la science participative, c'est souvent des passionnés du domaine dans lequel on collecte des données. Donc, au niveau du développement du loisir ornithologique, Québec Oiseaux soutient évidemment l'équipe d'ornithologie et les membres qui pratiquent cette activité-là. On publie le magazine Québec Oiseaux, l'infolettre, etc., plusieurs publications. Et on organise et soutient des événements qui sont des fois aussi en lien avec la science participative. Ici, on a une série d'événements qu'on organise, notamment la Journée mondiale des oiseaux migrateurs qui avait lieu la semaine dernière, le week-end dernier, samedi. Puis, on a fait des randonnées guidées où, justement, on présentait aux gens c'est quoi la science participative. On aménage des milieux naturels aussi. Et depuis quelques années, on développe une zone jeunesse pour justement essayer de trouver de la relève au niveau de la collecte des données et du loisir en général. Et faire découvrir les oiseaux aux plus jeunes. Et on a un autre volet qui est de suivi et de protection des oiseaux. Et là, on rentre vraiment plus dans le cœur de la science participative. Donc, on coordonne plusieurs programmes de sciences participatives que je vais énumérer tout à l'heure. Et on a plusieurs projets là, où on accompagne des propriétaires et des gestionnaires de milieux naturels pour favoriser la cohabitation des espèces en péril, mais on essaie aussi d'aller au-delà des espèces en péril. Et on développe occasionnellement des outils pour aider à la conservation des oiseaux, donc des guides de bonne pratique, par exemple. Donc, au niveau des programmes de sciences participatives, le premier, c'est la banque EPOC, qui est en fait, je pourrais le considérer comme l'ancêtre de eBird. La banque EPOC veut dire, c'est un acronyme pour Étude des populations d'oiseaux du Québec. En fait, cette banque-là a été créée, en fait. L'origine de cette base de données, c'est dans les années 50. C'est le frère Victor Gaborio qui avait inventé le feuillet d'observation quotidienne. Donc, à ce moment-là, lui, il a commencé à noter ses observations. Après chaque randonnée, il a commencé à noter ses observations sur des feuillets papier. Il a incité son entourage à faire la même chose. Puis ces données se sont accumulées dans des tiroirs qui n'étaient pas numérisés jusqu'à ce qu'un certain Jacques Larrivée, dans les années 70,
décide de numériser toute cette immense banque de données et d'en faire une des premières banques informatisées en ornithologie. Ça a été longtemps été considéré comme une des plus importantes banques de données ornithologiques au monde. Même nous, quand on a développé le portail eBird Québec, on a été rencontrer les gens de Cornell aux États-Unis. Moi-même, j'étais avec Jacques Larrivée. Puis quand on est rentré dans le stationnement de l'Université Cornell, quand ils ont vu Jacques, ils ont dit « It's nice to meet the master ». Donc, donc, ils ne se sont jamais cachés pour dire que Epoch avait été vraiment leur principale source d'inspiration pour la création de eBird. Donc, eBird Québec a été lancé en mars 2014. Donc, on parle de 2,3 millions de listes d'observation qui sont présentement dans cette banque de données-là. Il y a plus de 20 000 contributeurs au Québec seulement qui ont participé, qui ont fourni des données à eBird. Mais eBird va au-delà de ceux qui contribuent. C'est un outil qui a révolutionné le loisir ornithologique. C'est une immense banque de données qui offre des outils aux gens pour savoir où et quand observer les oiseaux. Donc, juste dans la dernière année, il y a eu 96 000 personnes qui ont utilisé les outils eBird juste au Québec. Puis depuis le lancement en 2014, c'est 535 000 personnes qui ont bénéficié des outils fournis par eBird, encore là seulement pour le Québec. On l'a mentionné, le numérique a aidé beaucoup. À l'époque, Epoch, c'était uniquement une banque de données où les gens contribuaient, on voyait des données dans la banque de données, mais il n'y avait pas vraiment de retour. Donc, les gens, ils voyaient par certains clubs publier des rapports de saisonniers. Puis c'est comme ça que les gens voyaient à quoi servaient leurs données. Maintenant, avec eBird, c'est en temps réel, on sait vraiment, on peut savoir avec notre téléphone qu'est-ce qui a été vu en Australie ce matin ou en Nouvelle-Zélande. Donc, le numérique a amené vraiment quelque chose de fascinant. C'est vraiment, les gens maintenant, c'est quasiment une addiction de soumettre des données dans eBird pour voir monter nos statistiques et voir qu'est-ce que les autres ont vu aussi. On l'a vu aussi avec l'Atlas des ozonicheurs du Québec. Le premier Atlas des ozonicheurs du Québec a été, les données ont été ramassées entre 84 et 89, mais il a fallu attendre jusqu'en 1996 pour voir les résultats des données. Alors que le deuxième Atlas qui a eu lieu la collecte de données a eu lieu en 2010 et 2014, les gens rentraient des données le matin et déjà le soir, les données étaient visibles sur une carte. Donc, ça motivait les gens à retourner le lendemain pour ajouter d'autres données dans la base de données. Donc, effectivement, l'application mobile de eBird a vraiment aidé à augmenter la quantité de données qu'on récolte. En fait, on a carrément décuplé le nombre de listes quotidiennes qu'on a avec eBird de ce qu'on avait avec Epoch. Entre autres, parce qu'il y a plus d'observateurs, mais aussi on sait que les observateurs soumettent beaucoup plus de listes maintenant que ce qu'ils faisaient avec Epoch. Et donc, le rôle de Québec Oiseaux dans eBird, c'est de coordonner le rôle des réviseurs régionaux, dont on a parlé de la qualité des données. Donc, il y a un réseau de trentaine, quarantaine de réviseurs dans toutes les régions qui sont des bénévoles, qui sont les experts régionaux de chacune de ces régions-là et qui, eux, valident si les données qui rentrent dans la base de données sont valides ou pas, en fonction de la période de l'année et du lieu d'observation. Et eBird, c'est une application qui évolue tout le temps. Donc, il faut traduire. C'était un site qui était à la base fait aux États-Unis, donc en anglais. Il a fallu traduire tout le contenu puis les fonctionnalités, puis il s'en ajoute à tous les mois. Et donc, c'est ça, c'est vraiment un travail en continu. Et évidemment, il y a un soutien aux participants qui dit sciences participatives, dit participation de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, il faut de temps en temps là, répondre aux questions des participants, soit parce que les gens ne sont pas nécessairement habitués, surtout avec des outils informatiques, ne sont pas nécessairement habitués à dealer avec ça. Un autre programme qui existe depuis plusieurs années, c'est le suivi des espèces en péril, le programme SOSPOP, qui existe depuis 1992. Donc, le but, c'est de demander aux observateurs d'oiseaux encore d'observer les espèces en péril partout au Québec. C'est la principale source de données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec,
qui est le CDPNQ, c'est vraiment la base de données là, que les organismes de conservation, entre autres, utilisent pour savoir où sont les espèces en péril pour pouvoir contribuer à leur protection par la suite. L'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, je pense que Pierre va en parler tout à l'heure un peu plus que moi. Juste mentionner que c'est un gros projet, comme j'ai mentionné tantôt, que le deuxième Atlas a eu lieu entre 2010 et 2014, donc 5 ans de collecte de données. On avait divisé le sud du Québec en 5000 parcelles de 10 km par 10 km. En fait, notre but, c'était de faire tout le Québec d'un bout à l'autre. Mais quand on s'est rendu compte qu'au nord des 5000 parcelles de 10 km par 10 km, il y avait un autre 10 000 parcelles de 10 km par 10 km où il n'y a pas de route et où il n'y a pas personne pour ramasser les données. On a dit non, on va s'en tenir au sud du Québec. Donc, pour ce projet-là, pendant les 5 années, on a mobilisé 2000 participants qui ont collecté des données, ce qui a fait, si certains d'entre vous ont l'ouvrage à la maison, il y a des cartes de répartition où on voit vraiment certaines espèces qui ont augmenté. Comme justement, on parlait de l'urubu à tête rouge, Stéphane. Donc, le graphique de gauche, c'est un exemple d'une espèce qui a littéralement explosé en l'espace de 25 ans. Donc, le premier atlas, il y avait juste 5 ou 6 parcelles où il y avait de l'urubu à tête rouge dans le sud du Québec, et maintenant, on en a jusque sur la Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, etc. Et le graphique de droite, c'est un exemple d'une espèce qui a vraiment diminué en seulement 25 ans. C'est la sturnelle des prés. Donc, les points noirs, ça représente des parcelles d'atlas où l'espèce était présente dans le premier atlas, mais était absente dans le deuxième atlas. Et ça a généré un livre que 10 000 exemplaires ont été publiés et vendus. Quelques autres programmes populaires qui ne sont pas nécessairement gérés par Québec Oiseaux, où des fois on participe. Le recensement d'oiseaux de Noël, qui est géré par le programme Audubon, qui est le plus vieux programme de sciences participatives en Amérique du Nord, qui existe depuis 1900. Ça, c'est intéressant. À l'époque, il y avait une tradition qui était de tuer les oiseaux, de tuer le plus grand nombre d'oiseaux le jour de Noël. Et il y a un monsieur qui a décidé que plutôt que de tuer les oiseaux, on va les compter. Puis c'est ce qui a créé le recensement d'oiseaux de Noël. Puis ça existe depuis 1900, donc ça fait 123 ans que le programme existe. Un autre qui est quand même assez populaire, c'est le relevé des oiseaux nicheurs, qui est géré par Environnement Canada. Certains le connaissent sous le terme de Breeding Bird Survey. C'est un des programmes qui est très utilisé pour voir justement les tendances des populations d'oiseaux. Sinon, on a Nest Watch, Feeder Watch, qui sont créés par Cornell, les mêmes que eBird. Programme de surveillance des marais, inventaire des strigidés nocturnes, qui sont gérés par Oiseaux Canada. Et un autre qui est géré par Oiseaux Canada est l'inventaire des Canadiens des plongeurs huards. Mais depuis cette année, Québec Oiseaux va donner un coup de main parce qu'il y avait justement une difficulté à aller recruter des participants au Québec. Donc, on va essayer de voir avec Oiseaux Canada pour augmenter la quantité de données. Rapidement, l'utilisation des données des sciences participatives, évidemment, le milieu académique, mais aussi les gouvernements. Ils sont des gros utilisateurs des données qui sont amassées dans ces programmes-là. Donc, c'est ces données-là qui servent à faire les portraits de situation, les statuts de protection et les plans de rétablissement faits par les gouvernements. On a aussi les organismes de conservation qui utilisent ces données-là pour protéger les milieux naturels, les espèces en péril, etc. Et on a l'entreprise privée qui s'en sert pour faire notamment les études d'impact. Donc, rapidement, un peu les défis ou en fait les enjeux de coordonner des projets de sciences participatives. Je vais commencer avec le financement des projets. En fait, bizarrement, c'est des projets qui sont relativement peu soutenus par les organismes subventionnaires réguliers. Habituellement, c'est facile, je ne dirais pas ça à Pierre, c'est pas facile d'aller chercher de l'argent pour de la recherche, mais ça l'est encore. Il n'y a pas beaucoup, entre autres, les fonds de recherche du Québec, la Fondation de la faune du Québec ne finance pas des projets de sciences participatives. Puis il y a souvent une perception que comme le travail se fait avec des bénévoles, bien, que ça se fait tout seul. Donc souvent, on a de la difficulté un peu à convaincre les gens, les organismes subventionnaires de soutenir ces programmes-là. Ensuite, évidemment, il y a un enjeu au niveau de la qualité des données. Donc, ça nécessite d'avoir un bon réseau d'experts. Mais de plus en plus, ce qu'on voit aussi, c'est l'intelligence artificielle qui vient donner un coup de main. J'ai passé vite sur il y a eBird, mais j'ai oublié de parler de iNaturalist,
qui est un équivalent à eBird, mais là, on peut soumettre des données sur pas seulement les oiseaux, mais tout ce qui est vivant, donc des lichens jusqu'aux gros mammifères. Et il y a un outil d'intelligence artificielle, donc on prend une photo, on envoie ça dans la base de données, et l'outil d'intelligence artificielle identifie, nous donne quelques exemples, quelques options d'espèces qui correspondent à la photo qu'on a observée. Même pour les oiseaux, on a Merlin, une nouvelle application aussi, on enregistre ce qu'on entend et Merlin en temps réel identifie tout ce qu'il entend en même temps. Ensuite, gestion des contacts humains. Évidemment, on gère beaucoup des relations interpersonnelles quand on fait de la science participative. Il peut y avoir des conflits de personnalité. Il peut y avoir des observateurs qui n'acceptent pas de se faire questionner quand justement on pose des questions sur la validité des observations. Aussi au niveau du recrutement et du soutien technique, ça c'est une promotion en continu. Il faut vraiment chercher des partenaires. Je pourrais mentionner eBird. Quand eBird a été lancé en 2002, entre 2002 et 2005, ça n'a pas levé eBird. Il n'y avait pas les outils qui font maintenant la renommée de eBird. Puis les gens de Cornell m'avaient expliqué que c'est quand ils ont compris qu'ils devaient fournir des outils pour les ornithologues que là, eBird a commencé à être intéressant pour les ornithologues. Puis, quand je parle de soutien technique, je parle aussi du fameux code 18. Donc, quand le problème est souvent... Quand les gens nous appellent et disent « votre site ne fonctionne pas », souvent, c'est que le problème est à 18 pouces devant le clavier d'ordinateur. Donc, la personne... Des fois, la personne a oublié son mot de passe ou ça lui prend 12 fois pour rentrer le bon mot de passe qu'elle avait choisi elle-même. Donc, c'est quand même beaucoup de travail qu'on doit faire là, quand on coordonne des programmes de sciences participatives. Ensuite, au niveau de l'addition puis de l'utilisation des données, encore là, données ouvertes, en ce moment, il y a une mode là, que les données doivent être ouvertes. Par contre, il y a des enjeux quand c'est des données sensibles, notamment SOSPA puis des espèces en péril. Donc, s'il fallait que tous les sites de nidification des espèces en péril se retrouvent disponibles publiquement, comme ça l'est sur eBird, par exemple, ça pourrait avoir des enjeux au niveau de la conservation. Puis, des fois, l'interprétation des données aussi. Les données sur eBird, entre autres, n'importe qui peut télécharger les données, mais des fois, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement les connaissances de comment ces données-là ont été ramassées. Et donc, là, il peut y avoir des problèmes d'interprétation de ces données-là. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était la multiplication des initiatives ou des plateformes. Là, j'ai fait un bon portrait, mais en plus de ça, souvent, il y a des organismes qui, au niveau régional, créent leur propre base de données de sciences participatives. Et ils sollicitent toujours les mêmes personnes. Donc, des fois, il y a des gens qui ne savent plus où donner de la tête tellement qu'il y a de programmes de sciences participatives qui leur sont proposés. Puis bon, aussi, des fois, ça peut segmenter les différentes bases de données parce qu'une région a sa propre base de données, une autre région a une autre base de données. Des fois, on a des problèmes d'avoir le portrait global de la situation. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter avant de passer la parole à Pierre. Bonsoir, merci. Merci, entre autres, aux gens du Cœur des sciences puis à la Société de biologie de Montréal d'avoir pensé à organiser cette conférence-là qui a vraiment le mérite. Moi, je le vois avec la préparation qu'on en a fait. J'anticipais très, très positivement le fait d'avoir 3 personnes qui parlent d'éléments différents, mais très complémentaires par rapport au lien entre les sciences participatives et la science académique. J'ai intitulé cette présentation-là « Un dialogue au bénéfice du savoir » parce qu'on croit sincèrement que, et je remercie Jean-Sébastien d'avoir lancé l'idée qu'effectivement, les organismes subventionnaires conventionnels financent beaucoup moins ce genre de projet-là que la recherche en milieu académique. Et vous allez voir ce soir qu'il y a un lien très fort entre les deux et que, comme le disait Lorna, il y a un accès à de l'information que des programmes de recherche scientifique menés par les universités ne peuvent pas avoir accès.
de par le nombre de participants qui très souvent viennent s'ajouter et viennent apporter une information nettement plus importante. Encore faut-il, bien sûr, en vérifier la qualité et s'assurer que le contenu soit adéquat. L'exemple que je vais prendre ce soir, c'est un lien qu'on a fait et qui est en continuité avec ce que Jean-Sébastien présentait. Le deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec, les atlas d'oiseaux nicheurs, ça existe quand même depuis au-delà de 50 ans. Les premiers ont été faits en Europe. C'est des projets de sciences citoyennes qui mettent à profit la participation massive de passionnés dans un domaine. Ça peut être dans le domaine des oiseaux, mais pas seulement les oiseaux. Il y a eu des atlas sur les papillons, sur les coléoptères, tantôt, Lorna présentait des choses sur les lichens. Bien, il y a des gens en Suède et en Finlande qui travaillent à faire des atlas sur les lichens. Donc, beaucoup de travail fait par des passionnés qui viennent ajouter un niveau de connaissance qui permet d'avoir des connaissances beaucoup plus en profondeur de la répartition des organismes. Et le projet dont je vais vous parler, c'est un peu le lien que le Centre d'études de la forêt, qui est un regroupement de chercheuses et de chercheurs qui œuvrent dans le domaine des sciences forestières au Québec, dans le milieu académique. On regroupe 11 universités, il y a au-delà de 75 chercheuses et chercheurs et plus de 400 étudiants au cycle supérieur, maîtrise, doctorat, qui travaillent au Centre d'études de la forêt. C'est un centre dont le centre administratif est à l'UQAM, ici. Et moi, j'ai eu le plaisir de diriger ce centre-là de 2010 à 2022. Et quand l'Atlas des oiseaux nicheurs a commencé en 2010, mon premier objectif, c'était d'entrer en contact avec les gens qui étaient responsables de l'organisation de l'Atlas pour être à même de voir si on ne pouvait pas mettre en commun nos connaissances pour améliorer finalement mutuellement et l'ouvrage qui en sortirait, soit le deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, et également faire avancer la connaissance scientifique sur les oiseaux. Et cet atlas-là, c'est vraiment un précieux apport de la science citoyenne à la compréhension de la répartition des oiseaux sur le territoire québécois. Tantôt, Jean-Sébastien parlait de 2000 participants. Moi, dans mes statistiques, j'avais plus de 1800, mais bref, on tourne autour du même nombre de personnes qui ont participé et à collecter des données dans ce qu'on appelle des carrés d'atlas, soit des unités de territoire qui font 10 km par 10 km, donc 100 km carrés. Et on en a couvert 550 000 km au Québec. C'est pas peu dire, c'est un immense territoire. On l'appelle le deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional parce que c'est vraiment la portion sud du Québec. Mais le sud monte quand même assez au nord. On se rend presque à la limite nordique d'exploitation commerciale de la forêt boréale. Donc, beaucoup d'informations ont été collectées pendant ce 5 ans de collecte de données. On a mis à jour 253 espèces nicheuses, plus de 1000 cartes de répartition. Et cet atlas-là a été primé. Rappelons que les rédacteurs en chef de l'Atlas, Andrew Couturier, Michel Robert, Marie-Hélène Haché et Denis Lepage, ont reçu le titre de scientifique de l'année 2019. C'est un ouvrage remarquable dont la facture est soignée et des plus intéressantes. Et le pari qu'on a fait au Québec, ça a été de sortir à la fois une version numérique et une version papier. Et si mon souvenir est bon, ce n'était pas partagé par l'ensemble des autres projets d'Atlas au Canada.
Et il s'est avéré que ça a été un succès phénoménal parce que, comme Jean-Sébastien le disait, c'est près de 10 000 copies papier qui ont été vendues jusqu'à maintenant. Il y a eu 3 ou 4 tirages, 3 ou 4 éditions qui ont été faites. Donc, vraiment, vraiment un aspect particulier. Le point de départ de notre collaboration internationale, celle du Centre d'études de la forêt avec l'Atlas des oiseaux nicheurs, ça commence assez curieusement par une collaboration internationale entre le CEF et le Centre de recherche forestière et des sciences forestières de Catalogne, en Espagne. Et pourquoi ça commence par là? Bien, par le fait simple qu'on avait dans nos programmes de recherche, tant au CEF qu'à ce centre de recherche-là, des interactions de recherche entre scientifiques. Je présente quelques-uns des scientifiques ici en Catalogne, dont le premier, Luis Brotons, qui est un ornithologue chevronné qui dirigeait tout ce laboratoire-là et qui a une très grande expérience sur l'analyse des données provenant d'atlas d'oiseaux nicheurs. Donc, à travers l'expertise de l'équipe de Brotons, on a été à même de faire un peu la même chose du côté du Centre d'études de la forêt. Il y avait déjà des collaborations entre certains de mes collègues, dont mon collègue ornithologue Louis Imbeau à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui était déjà en lien avec les gens de la Catalogne. Moi, ça a été également une voie d'entrée intéressante pour interagir avec les gens là-bas. Et d'autres collègues de l'UQAM et de l'Université du Québec en Outaouais qui avaient des projets de recherche en collaboration sur des enjeux reliés à la fois à la végétation, mais également à la faune, puis entre autres à l'avifaune dans les forêts. Le Centre de foresterie de Catalogne a une expertise très particulière dans les analyses de projection des habitats des espèces au moyen de méthodes statistiques qui examinent les cartes de répartition des atlas, entre autres des atlas d'oiseaux nicheurs. Et le labo de Brotons avait vraiment une expertise sur ces analyses-là, statistiques, des aires de répartition de la faune aviaire telles que décrites par les projets d'Atlas. Donc, il y avait déjà une expertise sur place qui nous permettait d'envisager la possibilité d'établir des échanges avec nos collègues catalans. Et lors de leur passage au Québec, bien, on a établi des contacts plus étroits avec les organisateurs puis les responsables de l'Atlas des oiseaux nicheurs, dont Michel Robert, qui pilotait l'ensemble du dossier. Et c'est à ce moment-là qu'on a convenu d'avoir un projet collaboratif qui nous permettrait possiblement d'avoir accès aux données récoltées par l'ensemble de la communauté des ornithologues du Québec pour les analyser et pour mieux comprendre les variations des aires de répartition. Et en parallèle à cette démarche-là de contact avec les responsables de l'Atlas, le Centre d'études de la forêt a participé à un projet canado-franco-espagnol où on a commencé à travailler à travers un financement qui est un financement international d'échange de personnel de recherche et où on a fait venir beaucoup de gens de Catalogne, entre autres, venir soit faire des projets de stage en doctorat ou en postdoc dans nos laboratoires de recherche et vice-versa. On a des étudiantes et des étudiants qui sont allés aussi en Espagne. Et on a organisé un premier meeting de ce regroupement-là qui s'appelait New Forest en 2014. Et ça, dans une certaine mesure, fait démarrer la collaboration que moi, je considère être une collaboration importante, où les données de l'Atlas des oiseaux nicheurs sont venues nourrir la science académique dans le cadre
divers projets de recherche. Un des aspects importants de l'Atlas des oiseaux nicheurs au Québec, c'est qu'on ne récoltait pas seulement des informations sur la présence et l'absence des oiseaux dans les grands carrés de 10 km par 10 km, mais on a réalisé à beaucoup plus fine échelle des relevés plus pointus de l'abondance et de la présence des oiseaux dans des territoires qui nous ont permis de couvrir l'ensemble du Québec de 35 000 stations d'échantillonnage des oiseaux, surtout au son, pendant la période de reproduction. Et ces données-là ont pu être couplées, et c'est là la part du Centre d'études de la forêt, ont pu être couplées avec les données fines de l'habitat, entre autres des données fines de l'habitat forestier. Et un des premiers projets de recherche publiés, avant même la publication de l'Atlas, à partir des données de l'Atlas, c'est un projet qu'un stagiaire postdoctoral, Adrienne Regos, a fait dans mon laboratoire avec toute l'équipe du CEF, où on a regardé comment les changements du couvert forestier de la forêt, tant tempéré que boréal au Québec, pouvaient nous permettre de voir des changements entre le premier atlas oiseaux nicheurs qui a été réalisé dans les années 80, donc de 84 à 89, et le deuxième atlas oiseaux nicheurs réalisé entre 2010 et 2014. Or, au Québec, ce qui est assez particulier au niveau de nos données forestières, c'est qu'on fait des inventaires de la forêt du Québec depuis 1970. Depuis 1970, le gouvernement du Québec fait des inventaires dans toutes les forêts du Québec et ça prend à peu près 10 ans à réaliser l'inventaire général de toute la forêt québécoise. Donc, à tous les 10 ans, on recommence ces inventaires-là. Et cette information-là nous permet de voir comment le couvert forestier change au fil du temps, en fonction, bien sûr, de l'utilisation qu'on fait de la forêt. Et ce qu'Adrienne a réussi à avoir à travers une collaboration qui a été menée par Adrienne, Louis, moi et les gens du CEF, Alain Leduc et Mélanie Desrochers, ça a été de réaliser comment les changements d'aire de répartition des espèces s'étaient faits entre le premier et le deuxième atlas en comparant la probabilité de présence qu'a une espèce en fonction d'un type de forêt et comment ce type de forêt-là avait soit augmenté ou soit diminué dans le temps. Et on partait des données de 2010, on revenait sur les données de 1980, puis on en arrivait à montrer les changements d'aire de répartition entre les espèces. Et une des premières choses qu'on a été amené à voir, c'est que les oiseaux qui utilisent des cavités d'arbres, donc les espèces qui sont principalement cavicoles, comme les pics ou encore les hirondelles qui utilisent des cavités creusées par les pics, bien, ces espèces-là étaient des espèces qui étaient plus affectées au niveau des changements de leur aire de répartition et plus affectées par une perte de leur aire de répartition entre le premier et le deuxième atlas. Donc, premier signal de comment cette information massive de la science citoyenne nous permet de mieux comprendre les changements de répartition des espèces. La contrepartie, bien sûr, de cet apport-là, c'était de voir comment la science académique peut apporter sa contribution à la science citoyenne maintenant. Et le partage d'informations, on l'a fait de la façon suivante, c'est-à-dire que le CEF s'est engagé à ce moment-là à rédiger un chapitre de l'analyse des changements d'habitat entre les deux atlas. C'est un travail qui était assez fastidieux à faire. Les organisateurs de l'Atlas ne pouvaient pas faire ce travail-là. C'était vraiment... Nous, on avait accès à toutes les cartes écoforestières du Québec depuis 40 ans. On était à même de faire toute l'analyse. C'est des milliers de cartes qui ont été analysées par nos géomaticiens. Et ça nous a permis de rédiger ce chapitre-là, le chapitre 4,
de l'Atlas des oiseaux nicheurs qui jette un peu les bases de l'analyse de l'état de l'environnement et qui permet de mieux comprendre comment les oiseaux répertoriés au premier atlas voient leur abondance et leur aire de répartition changer. Donc, dans ce chapitre-là, on expose les variations du couvert forestier. Par exemple, un petit exemple pour les forêts résineuses du Nord. Ce que vous voyez, c'est qu'entre le premier et le deuxième atlas, bien, ce qui est en bleu représente une diminution du pourcentage de ces forêts-là et ce qui est en rouge représente une augmentation. Donc, de façon pas très étonnante, sur l'ensemble du territoire québécois, entre 1981 et 2014, il y a moins de forêts de plus de 12 mètres de hauteur dans les territoires aménagés de la sapinière à bouleau blanc et de la paissière à mousse, donc de la grande forêt boréale, et il y a plus de jeunes peuplements de 4 à 12 mètres et de moins de 4 mètres. Croyez-le ou non, ce genre d'études-là n'avait pas nécessairement été fait par le ministère des Forêts. On a été les premiers, à travers cet ouvrage-là, à publier un peu plus de données de fond sur l'ensemble du portrait régional de la forêt et à mettre des chiffres sur les diminutions de forêts matures et âgées dans le territoire. On fait un petit retour sur le rôle maintenant que la science académique, de la science citoyenne à la science académique. On fait une boucle, une dernière boucle pour montrer comment ces deux savoirs-là peuvent se croiser. Je vous ai parlé tantôt de présence des espèces et de changement d'aire de répartition. On s'est intéressé à aller un petit peu plus loin que ça avec le ministère Forêt, Faune et Parcs. On s'est fait demander quel est l'état de nos populations d'oiseaux. Est-ce qu'on a une bonne connaissance de ça en termes de densité de population? Donc, ce n'est pas seulement de la présence d'oiseaux ou de l'occurrence, mais c'est plus l'abondance. Est-ce qu'on peut estimer des densités de population? Et on est revenu sur nos cartes de changement de forêt entre 2010-2014 et 1981 et 1992. Et on est retourné cette fois-ci seulement sur les stations dans le domaine de la grande forêt commerciale, donc la sapinière à bouleau blanc et la paissière à mousse, donc la forêt boréale commerciale. Et on a regroupé nos stations d'écoute ces stations-là étaient souvent regroupées en routes d'inventaire, c'est-à-dire que les gens, sur le bord des routes, faisaient des inventaires en allant chercher des points d'écoute à des distances relativement éloignés les uns des autres, mais on pouvait faire des regroupements. Et ces regroupements-là nous permettent de calculer une abondance et même d'en arriver à une estimation de densité au 100 hectares. Et en travaillant avec les données de 2010 à 2014, on en avait des points d'écoute, mais on n'en avait pas en 81. Là. On a tout simplement, avec les données de 2010 à 2014, établi la relation statistique qu'il y avait entre la densité et le type de couvert forestier. Et là, ce qui devient intéressant après, c'est qu'on a nos deux cartes qui nous montrent essentiellement ce qui est en vert sur les cartes. Ce sont les forêts de plus de 80 ans. Ce qui est en vert pâle et qui tire plus sur le jaune, c'est des forêts autres, les forêts qui ont moins de 80 ans. Vous voyez assez clairement qu'entre le deuxième inventaire décennal, donc 1981 à 1992, et le quatrième inventaire décennal, les portions de forêts vertes sont de plus en plus réduites sur le territoire et les massifs de forêts vertes, donc de forêts de plus de 80 ans, sont également plus réduits. Quand on regarde qu'est-ce que ça dit maintenant chez les oiseaux, bien, ce qu'on a été amené à faire avec le travail qu'on a produit,
ça a été de faire des projections, des cartes d'abondance des oiseaux. Et là, vous avez un exemple avec une espèce comme le picador noir, où le portrait 1981-92 nous dit voici quelle était la répartition du picador noir, quelle était son abondance. Plus l'abondance est élevée, plus ça va dans le vert, moins elle est élevée, plus on est dans le mauve. Et le bilan entre les deux périodes nous dit qu'à l'échelle de l'ensemble du territoire de la forêt boréale, la densité de la population aurait décliné de 43 %. 43 %, c'est beaucoup si je compare ça au déclin des forêts matures. Les forêts matures ont décliné de 26 %. Donc, quand on a un déclin qui est supérieur à la baisse de l'habitat et beaucoup supérieur, on peut manifester une certaine inquiétude sur, même si l'espèce n'est pas classée espèce menacée ou espèce en péril. On a vu des réponses comme ça, semblables chez une autre espèce comme le grimpau brun. Et finalement, quand on fait le bilan des 36 espèces qu'on avait sélectionnées comme étant des espèces associées aux forêts matures et âgées, on se rend compte que la moitié de ces espèces-là montraient des baisses de population. Une autre moitié ne montre pas de baisse ou même des hausses, dépendamment des espèces. Mais ce qui est à retenir, c'est que 44 % des espèces qui montrent des baisses de population ont subi des baisses plus fortes que la perte nette d'habitat forestier mature dans le paysage. Ce genre de données-là, on ne pourrait pas, moi, comme chercheur, je n'aurais pas pu faire ce genre de diagnostic-là sans les données de l'Atlas. Ça nous prenait vraiment des données aussi détaillées et répandues sur l'ensemble du territoire pour commencer à avoir un aperçu qui nous amène un peu plus loin dans l'investigation. Et je termine sur cette note-là. Dans le fond, ces données-là d'Atlas nous permettent de répondre à des questions sur c'est quoi le niveau de risque des espèces face à l'aménagement forestier. Est-ce que sur nos espèces, on a un risque élevé, un risque faible? On l'a regardé à travers les variations d'abondance des derniers 30 ans. On peut le regarder à travers d'autres caractéristiques de l'écologie des espèces. Mais en bout de ligne, ça nous permet de hiérarchiser finalement là où sont nos préoccupations et comment on devrait regarder des espèces qui montrent des changements plus préoccupants que d'autres. Et ça m'amène simplement à conclure sur le fait que la science citoyenne ou science participative et la science académique peuvent avoir un dialogue très bénéfique pour le savoir scientifique dans son ensemble. Et quand on encadre bien la participation des gens, c'est assez phénoménal ce qu'on peut avoir comme information. Alors, je vous remercie. Merci. Oui, mais déjà, merci beaucoup pour vos présentations, les 3 présentations très intéressantes, encourageantes, un peu triste de savoir l'état, mais bon, il faut agir. Oui, en fait, juste un commentaire pour la première personne, Madame Lorna Eaton, je pense. Vous avez parlé des enjeux de la science participative. Il faut aussi ajouter les enjeux d'éthique, parce que ça dépend aussi des données qu'on partage. Donc, comme par exemple pour la santé avec les montres Garmin, ou vous parlez le partage des données ou même la localisation de la personne qui prend les données. Je suis un peu sensible à ça. Aussi, par rapport aux commentaires de subventions, les fonds de recherche de Québec a un programme qui s'appelle Engagement. Et puis, c'est le seul que je connais à date qui subventionne la recherche participative, sciences participatives. Mais oui, c'est un peu limité. Alors, ma question, c'était aussi si c'est plus les organismes subventionnaires qui doivent agir
ou si c'est plus comme les chercheurs ou les citoyens. En fait, c'est comment on peut encourager plus la science participative. Lorna, si vous voulez répondre, je vais vous demander de prendre le micro, par exemple, à moins qu'un des autres intervenants. Oui, je peux essayer. Merci pour vos commentaires. Oui, les enjeux éthiques sont multiples et c'est très important. Sur le fonds engagement de FRQ, je pense qu'ils ont un modèle intéressant qui est de jumeler les projets issus des citoyens avec des chercheurs pour élaborer un projet en commun. Et je trouve que cette manière de travailler en amont sur le développement des questions et sur la démarche à suivre est très prometteuse. Mais c'est un tout petit fonds comparativement aux fonds qui sont donnés pour la recherche plus académique. Je ne sais pas s'il y a une meilleure, disons, dans un meilleur monde, on aurait plus d'argent pour la recherche de toutes les sortes, mais je pense que les sciences participatives ont besoin d'être encadrées d'une certaine manière. Et juste donner l'argent sans encadrement, ce serait difficile. Je ne sais pas si... Lorna, vous disiez qu'en France, c'est beaucoup plus développé. Est-ce qu'ils bénéficient d'un soutien financier meilleur? Est-ce qu'il y a des structures qui sont identifiées? En France, le Musée national d'histoire naturelle a été très, très important pour la mise en place d'une grande variété de projets de sciences participatives qui sont fédérés sous le nom de Viginature. Et on peut observer toutes sortes de choses avec Viginature et le soutien institutionnel du Musée national aide. Aussi, le milieu associatif en France est très structuré, disons, comparativement à l'Amérique du Nord. Donc c'est assez difficile d'imaginer d'amener ce modèle-là vers ce qu'on a ici, parce qu'on a aussi des avantages d'être plus indépendant, d'être plus libre dans nos mouvements et d'avoir moins de chicanes entre les différentes associations, par exemple. Merci. Jean-Sébastien, je vais vous demander de vous mettre un petit peu plus au milieu pour être dans le champ de la caméra. Alors, monsieur, on peut passer à la question d'après. Si vous avez une autre question, madame, une question, mais oui, vous refaites la queue. Tout de suite? Non, on va passer à monsieur, puis vous pourrez poser votre autre question. Merci pour ces informations-là. Moi, je suis originaire du Saguenay, puis j'habite Montréal depuis plusieurs années. J'ai regardé vos données un peu sur les habitats. J'ai cru deviner un petit peu dans mon coin du Saguenay qu'il y avait des données. Les données sur Montréal, sur l'île de Montréal, par contre, où j'habite maintenant, je ne sais pas si vous en avez, puis de voir l'évolution au cours de l'habitat, des arbres qu'on a, de la nourriture, les insectes qu'on a, et des données sur les oiseaux ou qu'il y a sur l'évolution qu'il y a eu dernièrement, et sur les choses qui pourraient faire que notre île pourrait peut-être changer au niveau de l'habitat puis au niveau des espèces qui peuvent y vivre. Bien, vous vous adressez à moi, là? Écoutez, on vous a présenté un exemple avec la forêt boréale parce que c'est important de se faire une tête sur ce qui se passe dans cet environnement-là qui a été quand même passablement modifié dans les 40 dernières années. Mais le sud du Québec a également connu des changements profonds, ne serait-ce que dans sa composante agricole. Le territoire agricole a été entre les deux atlas, ce qui est très, très clair quand vous regardez les comptes rendus sur les espèces d'oiseaux champêtres, donc les oiseaux qu'on retrouve dans les champs, c'est que l'abandon des cultures pérennes au profit des cultures annuelles que sont le maïs, le soya, le colza, ces cultures-là, vous repartez avec des sols à nu à tous les ans. Et pour les oiseaux qui utilisent des prairies à herbe haute, à herbe basse également,
ben, c'est des déserts, là. Fait que pas étonnant de voir quand les deux atlas, les grands perdants sont les oiseaux champêtres. Les oiseaux insectivores en milieu agricole, entre autres les hirondelles, ont également passablement diminué. Et un des grands constats du deuxième atlas d'oiseaux de chasse, c'est que les transformations du milieu agricole ont été très fortes. J'ai passé très, très rapidement juste une diapo là-dessus, mais le chapitre qui parle des changements d'habitat parle également des changements des milieux agricoles. Donc, une transformation importante dans tout le territoire, y compris au Saguenay-Lac-Saint-Jean, y compris autour du Lac-Saint-Jean. L'agriculture a changé. Ce n'est plus une agriculture qu'on avait dans les années 80, où il y avait, oui, des cultures annuelles, mais beaucoup moins que maintenant. Autre élément d'information pour le sud du Québec, par contre, ce qui est intéressant sur les piémonts, piémont des Laurentides, piémont des Adirondacks et des Appalaches, un certain vieillissement de la forêt entre le premier et le deuxième atlas, qui amène des réponses autres. Exemple, les pics. Les pics sont beaucoup plus présents et beaucoup plus abondants qu'ils ne l'étaient il y a 35-40 ans. Entre autres, le grand pic, qui est pas mal partout actuellement. Vous pouvez même le voir en ville. C'était quelque chose de plus inusité il y a 35-40 ans, puis ça l'est de moins en moins. Pourquoi? Parce que les forêts deviennent de plus en plus matures. Je ne dirais pas que ce sont des vieilles forêts, mais c'est des forêts qui, au début des années 80, avaient 40, 50, 55 ans. Là, ils ont maintenant plus de 80, 90 ans. Il y a plus de bois, d'arbres sénescents et morts dans les forêts. C'est bon pour les pics. Les pics sont des animaux qui s'alimentent beaucoup des insectes qui sont dans le bois, que ce soit les fourmis charpentières ou encore des insectes qui font une partie de leur cycle vital dans le bois. Donc, il y a toute une dynamique qui est en train de se recréer. Puis, je vous dirais que les piémonts comme tels, bien, ou bien il y a eu du développement résidentiel à outrance. On peut penser, entre autres, à tout le développement de la couronne nord. Mais il y a des portions de terres agricoles abandonnées et de friches abandonnées qui ont maintenant une certaine maturité. Donc, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, là, il y en a des bonnes aussi. En milieu urbain? Bien, j'ajouterais en milieu urbain aussi, il y a des espèces qui vont bien. On peut regarder les oiseaux de proie, des espèces qui vont très bien. Maintenant, tous les ponts de l'île de Montréal ont un couple de faucons pèlerins qui nichent. Puis bon, les données de sciences participatives, notamment eBird, nous permettent de voir ça assez facilement. Puis on ne parle même pas de 40 ans. En l'espace de 15 ans, on le voit dans les données, l'augmentation ou la diminution de ces espèces-là. Mais même en milieu urbain, des espèces qui vont moins bien. On pense aux martinets ramoneurs qu'on voit en plein cœur de Rosemonde, Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, qui perte d'habitat, perte de cheminées, déclin des populations d'insectes. Puis les données de sciences participatives permettent de détecter ça. Puis si on retourne quand même du bon côté, en plus des autres proies, on voit des espèces cardinal rouge, en l'espace de 10 ans, 12 ans, ça a explosé, même en plein milieu urbain. Donc, ces données-là permettent de détecter ces changements-là assez facilement. Là. Madame? Ah, vous étiez cachée. Oui. Allez-y. J'utilise beaucoup Merlin depuis quelque temps et je trouve que c'est une récompense pour les ornithologues amateurs, dont je suis. Je trouve que c'est une belle façon de récompenser les gens qui donnent les données pour la science. Je trouve que ça a été très brillant de la part de Cornell de produire ce genre d'application-là. D'ailleurs, hier, j'ai vu ma première marouette de Caroline. En écoutant le chant sur ma tablette, j'ai fait chanter par hasard, par mégarde, la marouette qui était dans le champ à côté de moi. Alors, ça a été une belle surprise pour moi. Donc, je trouve que c'est une belle façon de récompenser ceux qui donnent du temps. C'est le plaisir de faire de l'ornithologie, mais en même temps, on donne des données. C'est juste une petite remarque que je voulais faire. À vous? Oui, juste question rapide. Est-ce que c'est utile aussi de rentrer des données ici en ville ou c'est plus utile dans les campagnes? Parce que normalement, je le fais quand je fais des randonnées ailleurs, mais pas à Montréal.
Moi, je veux dire, Jean-Sébastien pourrait répondre encore mieux que moi là-dessus, mais tout endroit est utile. Il n'y a pas un endroit où c'est plus ou moins utile. Je pense que ce qui est très particulier, c'est que, puis on l'a vu entre les deux atlas, là, le sud du Québec a été, la région de la vallée du Saint-Laurent, c'est la région la plus habitée. Fait que ça n'a pas trop été difficile d'aller chercher l'information parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent à l'ornithologie et le bassin d'ornithologues amateurs était quand même très abondant. Mais quand vous montez vers le nord, là, ça devient plus particulier. L'exemple qui me vient toujours à l'esprit, c'est mon collègue Louis Imbeau, qui, il y avait deux informations qu'on allait chercher dans l'atlas. Il y avait des gens qui faisaient des fameux petits points d'écoute, là, les 35 000 points. Ça, c'est des ornithologues qui sont plus aguerris, qui souvent connaissent leurs champs, et les champs de plusieurs dizaines, sinon centaines d'espèces. Et il y a très peu de gens qui ont contribué à cette partie-là de l'Atlas. Mais les gens qui ont contribué au carré d'Atlas, là, il y a eu énormément de gens, puis la répartition était bonne. L'autre élément important du deuxième Atlas de oiseaux nicheurs, c'est que je pense que les concepteurs de l'Atlas avaient appris du premier. Même si ce n'étaient pas les mêmes personnes, il y avait des gens qui étaient... Moi j'ai participé au premier Atlas en 1984. Je faisais mon doctorat à ce moment-là. Puis, on voyait les problèmes qu'il y avait à aller chercher l'intérêt des gens. Ce que Jean-Sébastien disait tantôt, avec l'avènement du numérique, les gens rentraient leurs données puis ils voyaient les résultats s'afficher la journée même. En 1984, on envoyait nos feuillets d'observation par la poste. On avait les coordonnateurs et les coordonnatrices régionaux et régionales étaient très sollicités. Il y avait un travail vraiment énorme de compilation, puis ça n'était jamais rendu disponible dans des temps suffisants pour nourrir et maintenir l'intérêt. L'intérêt, il doit être alimenté. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça prend une coordination. C'est pas des projets qui sont faciles à piloter. Moi, ce soir, je vous dirais, vous parleriez avec les gens qui ont piloté l'Atlas. Ils ont travaillé très fort, même si ça a été une récompense extraordinaire de travailler avec autant de personnes. Mais pour revenir à votre question initiale, moi, je pense qu'il n'y a pas d'endroit inintéressant, là. On le voit actuellement en milieu urbain, il y a plein de choses qu'on observe qui sont inusitées, intéressantes, puis qui méritent d'être apportées. Merci. Madame? J'ajouterais juste là-dessus un exemple concret, le moineau domestique. Quel oiseau est plus urbain que le moineau domestique? C'est un oiseau qui est présentement en déclin et on ne le saurait pas si ce n'était pas des gens qui prenaient des observations dans leur cours et qui ne les rapporteraient pas sur ces plateformes-là. J'aimerais ça parler encore du chapitre 4. Oui. Est-ce que depuis 80, puis le deuxième Atlas, dans le sud du Québec, avec l'introduction d'essences, disons, à composantes exotiques pour un roulement plus rapide de la foresterie, avez-vous vu des changements de distribution ou de composition ou dans les oiseaux qui nichent dans les forêts du sud du Québec? Bien, je ne pense pas qu'on peut se rendre jusqu'à une association étroite entre par exemple, l'introduction d'arbres ou d'essences horticoles, par exemple, versus nos essences indigènes, puis comment ça va affecter la réponse des oiseaux. Je pense que ça va commander vraisemblablement des études plus fines. Pas nécessairement des espèces horticoles, mais juste des espèces commerciales, qui poussent vite puis qu'on récolte vite. Donc, les forêts, c'est des monocultures. Comme par exemple les peupliers. Disons. Peupliers hybrides, pour ne pas les nommer.
disons. Ouais. Non, moi, je te dirais qu'on n'a pas de signal par rapport à ça. On n'a pas de signal. Ça, on est toujours dans une dynamique un peu particulière par rapport aux espèces, à des espèces à croissance rapide comme ça que tu plantes pour faire des plantations. C'est quoi l'impact que ça peut avoir, puis d'autre part, comment ça se substitue aux forêts naturelles. C'est un très gros enjeu, ça, parce que si je regarde la forêt boréale telle qu'on l'a exploitée, il reste de moins en moins de forêts primaires. On est de plus en plus dans un univers où les forêts qu'on a, c'est des forêts qui repoussent après avoir été coupées. Ce n'est pas des forêts qui repoussent après avoir brûlé ou après avoir été affectées par des épidémies d'insectes. Donc, on peut se poser légitimement la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça versus le fait que les régions vivent beaucoup de la foresterie? Qu'est-ce que tu fais? Une des solutions qui est avancée par les écologistes forestiers, et pas seulement par les ingénieurs forestiers, c'est de faire des plantations, puis c'est de faire une transition entre une foresterie où on coupe la forêt naturelle à une foresterie où on va garder plus de forêt naturelle, mais on va faire plus de forêts de plantation à proximité des centres de transformation. Par contre, tu as d'autres gens qui vont dire, oui, mais ces essences-là, qui sont à croissance rapide, on n'est pas en train de dénaturer la forêt. C'est des questions qui sont multiples, qui n'amènent pas des réponses simples. Il faut collectivement se les poser. Mais moi, je te dirais d'entrée de jeu que je ne condamnerais pas une foresterie plus intensive si on le fait sur des territoires limités, puis ça nous permet de protéger plus, de créer plus d'air protégé dans les milieux naturels. Bien, c'est la justification, c'est ce qu'ils nous disent. C'est une justification parmi d'autres. Ouais. Maintenant, il faut être prudent. Encore une fois, comme je te dis, ça peut être une justification pour dire qu'on va ne faire que ça, et ça, ce n'est pas une bonne idée. Merci. Monsieur? Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour les nombreuses informations. Ornithologue amateur depuis quelques années, ce que j'ai observé au printemps à Montréal, Jardin botanique, le Mont-Royal, on a enlevé carrément toutes les mangeoires. Ça s'est fait à différents temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui s'est passé au juste? Sur l'enlèvement des mangeoires? Oui. Bien, habituellement, déjà, l'installation de mangeoires, c'est pour observer les oiseaux plus facilement. Oui. Puis souvent, les gens installent les mangeoires surtout en hiver parce que, bon, il y a nécessairement moins de nourriture disponible pour eux. Puis bon, je sais que le Jardin botanique, notamment, là, il installe les mangeoires là, au mois de septembre puis les retire vers le mois de mars, mois d'avril. Ça a toujours été comme ça. Puis je ne pense pas qu'elle a un impact nécessairement. Les gens pensent que si on enlève les mangeoires, les oiseaux ne trouveront plus leur nourriture. Là. Mais je pense que c'est vraiment un mythe. Là. Moi, des fois, ça m'arrive de passer 2 semaines où je ne suis pas là, mes mangeoires ne sont pas bien entretenus, puis quand je les réinstalle, les oiseaux reviennent, ne sont pas morts pendant cette période-là. Mais c'est ça, le Jardin botanique, entre autres, et d'autres sites dans la région de Montréal installent des mangeoires pour le bénéfice des observateurs, je dirais quasiment plus que pour le bénéfice des oiseaux. Là. Ah, intéressant. Par contre, j'avais entendu des choses parce que je fais des rapports que je donne, je collecte des statistiques sur les mangeoires et puis on m'avait répondu qu'il pouvait y avoir des problèmes de maladies, conjonctivite pour certaines espèces d'oiseaux. Je ne sais pas si vous aviez plus d'informations là-dessus. On sait que les mangeoires ont un impact. Ça, c'en est un. Donc, la propagation de maladies, l'augmentation du taux de prédation. Donc, on sait que ça a un impact. Oui, c'est vrai. Là, on l'a vu. Kathleen est où? Il y a quelqu'un qui s'occupe des maladies de la faune dans la salle qui suit probablement ces maladies-là. Donc, on sait qu'il y a un impact, mais les mangeoires, c'est des bons outils pour former des ambassadeurs, donc de sensibilisation des gens et tout ça. Donc,
toujours deux écoles de pensée, là, entre ceux qui ne veulent pas du tout mettre de mangeoire, d'autres qui trouvent que c'est une bonne chose. Mais pour les maladies, en tout cas, on sait que ça a un impact, puis c'est quelque chose qui est quand même bien documenté, là. Merci. Monsieur? Oui, bonsoir. Rodrigue Perroche, simple amateur. Merci à vous trois. J'avais une question. Je pense qu'on sait tous ici que l'un des grands problèmes de notre époque, c'est la perte de la biodiversité. Il y a eu la COP15 à Montréal qui a parlé de ça. Et il va falloir de grandes décisions politiques. En tous les cas, nos ministres sont venus faire des discours pour cela. Moi, je voudrais savoir justement si les gouvernements québécois, canadiens font appel à vous, font appel à ces recherches sur l'Atlas, font appel à toutes ces recherches sur la foresterie des scientifiques pour prendre des décisions pour l'avenir. En gros, pour faire plus simple, est-ce que moi, simple amateur, avec mon application eBird, je peux participer aux prises de décision des gouvernements? Poser une grande question, là. C'est une question... on se la pose également comme scientifique. Moi, je pense qu'il faut regarder le verre à moitié plein plutôt que de le regarder à moitié vide. Je suis de nature optimiste en pensant mais en étant vigilant. Nos gouvernements ont besoin de ces connaissances-là, de ces données-là. La science participative peut apporter un éclairage que la science académique seule ne peut pas apporter. Ce que j'ai essayé de dire ce soir, c'est que le lien, l'interface entre les deux est important. Maintenant, la science participative ne peut pas tout faire. Et on a vu dans le passé des gouvernements abandonner des programmes de suivi faits par les agences gouvernementales parce qu'il y avait des compressions budgétaires et dire la science citoyenne va se substituer, et ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut vraiment que et la communauté scientifique et les associations qui font de la science participative suscitent toujours un intérêt auprès des gouvernements. Et vous le savez, les gouvernements, ça a un cycle de vie de 4 ans. La plupart des espèces animales ont des cycles de vie plus longs que ça. Donc, il faut maintenir un intérêt chez nos élus et être vigilant. Et les comités de citoyens le font là, par rapport aux enjeux environnementaux. Et je pense sérieusement qu'on peut amener des changements, mais encore faut-il être conscient du fait que ça se fait toujours lentement et que c'est souvent à recommencer. Le verre à moitié plein. Alors, on prend peut-être une dernière question? Oui, j'aimerais savoir combien d'articles ont été publiés, si c'est possible de le savoir, à partir des données, par exemple, de eBird. Parce qu'il y a eu beaucoup de données, on me dit oui, il y a beaucoup de données, mais est-ce que ça aboutit à des articles scientifiques? Bon, c'est ça ma question. Et je compléterai aussi par rapport à la reconnaissance. Là, donc, on publie un article scientifique et quelle reconnaissance est faite pour les citoyens? Alors là, vous l'avez abordé un petit peu. Bien, sur le nombre d'articles, je ne sais pas, mais il y en a sûrement beaucoup qui se servent des données d'eBird. Des chercheurs à Cornell même, disons, il y a un laboratoire de recherche sur les oiseaux, mais à travers les données d'eBird, je pense que c'est une grande source d'informations pour des connaissances sur les oiseaux, dont l'Atlas est un seul exemple. Sur l'autre partie de la question, c'était... Reconnaissance. Reconnaissance de la participation. Il y a différentes manières. De plus en plus, c'est devenu
chose souhaitable et suivie d'indiquer que les données, on indique toujours d'où viennent les données, donc s'ils viennent des observations des amateurs, on va indiquer ça. Dans les publications, de plus en plus, on va voir les noms des auteurs. Des fois, ça va être les noms des chercheurs, plus X nombre de participants. J'en ai même vu des articles où il y avait les noms des chercheurs et un certain nombre de noms d'amateurs qui ont participé directement à cette analyse-là. Mais un article scientifique, c'est souvent non seulement les données, mais aussi l'analyse qui vient après. Donc, si les citoyennes participent à l'analyse, je pense que c'est normal de s'attendre à ce qu'il y ait une reconnaissance de leur contribution. Jean-Sébastien, vous voulez compléter? Moi, je complète. Pierre? Je compléterais en disant qu'un des beaux exemples qu'on a, c'est le Breeding Bird Survey dont tu as parlé, le recensement des oiseaux nicheurs, là. C'est un programme qui est en place depuis 1965 aux États-Unis et au Canada. Et il y a des centaines de publications scientifiques qui ont été réalisées avec ces données-là et qui continuent à l'être. Maintenant, comme disait Lorna, un article, ce n'est pas seulement les données, c'est l'analyse des données. C'est ce qui fait que, par exemple, les données de BBS ont été beaucoup analysées par le US Geological Survey, qui est responsable du US Fish and Wildlife Service. Donc, c'est des chercheurs et des chercheuses qui œuvrent là, qui ont fait souvent les publications scientifiques. Mais comme c'est des bases de données qui sont ouvertes, la communauté scientifique en général peut les utiliser et l'importance de ces bases de données-là, c'est qu'elles couvrent souvent des immenses étendues de territoire qui permettent des analyses régionales, nationales et internationales. Et c'est en ce sens-là qu'elles sont de plus en plus prisées, ces données-là, partant de la prémisse que la qualité des données est bien supervisée par les programmes qui mettent en place finalement ces programmes-là de suivi. Fait que c'est à la fois le maillage entre la science participative, ça ne peut pas être fait s'il n'y a pas de participation des citoyens, mais c'est également une communauté scientifique active qui travaille de concert avec les gens. Les remerciements mettent en place, quand il y a des publications scientifiques, c'est souvent dans les remerciements où on voit qu'on adresse un remerciement à l'ensemble des citoyens qui ont participé à la cueillette de données, sans les nommer individuellement, parce que la liste serait interminable. Alors, merci beaucoup à tous les trois. Lorna, Jean-Sébastien, Pierre, merci à vous de vous être déplacés. Et puis, j'espère vous revoir pour un autre événement du Cœur des Sciences.